Bonjour et bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va vous présenter une belle biographie d'un grand sociologue qui commencera sous forme de Qui suis-je. Ensuite, on va vous présenter la théorie de moyenne portée de ce dernier. On va enchaîner avec les 5 types d'adaptation de l'individu dans sa société établis par ce sociologue. On s'enchaînera avec le mécanisme de la prophétie autoréalisatrice, la théorie de l'anomie et de l'attention. On continuera avec la sociologie des sciences et quelques notions fondamentales de ce dernier, mais aussi quelques notions fondamentales du fonctionnalisme relativisé de cet auteur, sans oublier le concept de sérendipité, de la déviance et la criminalité. Vous êtes prêts? Ben c'est parti. Ma chère mère, qui était une socialiste au Conseil radical, m'a conçu le 4 juillet 1910 à Philadelphie. Durant ma jeunesse, j'étais un fou passionné de la magie. Je suis un sociologue américain et j'ai introduit le concept de sérendipité en sociologie. Je suis le premier sociologue ayant reçu le National Medal of Science. Et ma première publication majeure est Science, Technology and Society in the 17th Century England. En 1938, j'étais nommé professeur, président du département de sociologie à l'université de Tulane. Je suis qui d'après vous? Il est Robert Kinmerton, né à Philadelphie en 1910, mais sa famille est juive, originaire de la Russie. Merton est le fils de Ida Razovskaya et d'un tailleur du nom d'Aaron Skolnikov ou Harry Skolnik aux États-Unis. Cette famille n'était pas, à proprement dit, une famille très aisée économiquement. Elle fut émigrée aux États-Unis 6 ans avant la naissance de Robert, soit en 1904. Merton se fait appeler ainsi, vu à son amour pour la magie. D'abord, il se faisait appeler Merlin, et un peu plus tard, il changera Merlin en Merton pour l'américaniser un peu plus. Et Robert, toujours dans le même cadre que le précédent, mais cette fois pour honorer un magicien de nationalité française, qui est pour certains le père de la magie moderne. Il s'appelait Jean-Eugène Robert Houdin, et tout ça dans les environs de 14 ans. Et toujours dans son adolescence, il participait activement dans les spectacles de magie. Au lycée du sud de Philadelphie, Merton fréquentait de façon régulière la bibliothèque municipale, le musée des beaux-arts, la bibliothèque Carnegie et l'académie de musique. Robert Merton, 17 ans après sa naissance, rentrait à l'université Temple de Philadelphie, d'où il allait passer 4 ans de sa vie. En 1931, il sortait du Temple avec un diplôme de fait d'études et il rentrait dans cette même année à Harvard University. Pour certains, ce parcours ne paraissait pas trop évident. Le fait de partir du Temple à Harvard, mais c'était réel. Là-bas, il était assistant de Petrim Sorokin, avec qui il allait publier pas mal d'ouvrages et suivait en parallèle avec Georges Sarton un cours du nom d'histoire des sciences et avec Talcott Parsons un cours de sociologie. Il publiait l'un des œuvres pionniers de la sociologie des sciences dans cette même période, œuvre qui forge déjà assez bien son nom dans le monde scientifique. Il sortait de là avec une maîtrise et un doctorat en sociologie sous la direction de Petrim Sorokin qu'il rencontrait lors d'une rencontre annuelle de l'Association américaine de sociologie dans laquelle il participait sous la tutelle de George Simpson. Petrim Sorokin est celle qui a fondé la chaire de sociologie à Harvard. Merton de King était avant tout assistant de recherche de George Simpson lors d'un projet de recherche mené par ce dernier sur le rapport entre le média et la discrimination raciale. Et c'est là qu'il allait découvrir cette superbe discipline, la sociologie. Robert Merton, durant sa carrière scientifique, a publié plus d'une 50aine d'articles en sociologie des sciences, sous embranchement de la sociologie dont on le considère souvent comme son fondateur,
Robert n'était pas seulement intéressé à la sociologie des sciences, mais également à la sociologie, de la déviance ou encore à la sociologie des organisations. On le nomme fréquemment comme créateur de la méthode de recherche par focus group. Merton a mené pas mal de recherches au niveau de la sociologie qui lui ont valu diverses récompenses. Et quand je dis diverses, c'est vraiment diverses récompenses. Regardez, Merton est le premier sociologue américain élu comme membre étranger de l'Académie royale des sciences de Suède. Merton est l'un des premiers sociologues ayant intégré l'Académie nationale des sciences. Merton est membre de la Société philosophique américaine, membre de la British Academy, membre de l'Académie américaine des arts et des sciences, qui le récompensa plus tard du prix Parson, membre de l'Académie nationale de l'éducation et ensuite membre de l'Académie européenne. Merton est le premier sociologue ayant reçu le prix MacArthur. Au moins 20 universités le déclarent docteur honoris causa, comme Oslo, Harvard, Yale, Oxford, etc. Merton enseigne à Harvard jusqu'en 1938, l'année dans laquelle il devenait professeur et président du département de sociologie à l'université Tulane. 2 ans plus tard, il rejoint l'université Columbia. Et il passera presque toute sa carrière universitaire là-bas, soit presque une 50aine d'années de service. En 1962, il reçoit une bourse Guggenheim. En 1963, il est nommé professeur Giddings de sociologie. De 1942 à 1971, il est nommé comme directeur associé du Bureau de recherche appliquée en sciences sociales. En 1974, il devient professeur d'université, membre de la Fondation Russell Sage et aussi membre de l'université Rockefeller. En 1994, il est devenu le premier sociologue ayant récompensé de la National Medal of Science pour avoir fondé la sociologie des sciences et pour ses contributions pionnières dans l'étude de la vie sociale et bien sûr la prophétie autoréalisatrice et les conséquences inattendues de l'action sociale. À l'âge de 74 ans, il a décidé d'arrêter d'enseigner. En hommage à ses recherches, l'université Columbia crée en 1990 la chaire Robert K. Merton des sciences sociales. En ce qui concerne les théories sociologiques, Robert Merton s'intéressait plus aux théories de moyenne portée. Au lieu d'essayer de forger des théories tentant d'être universelles et contenant des concepts généralisés et abstraits qui essaient de tout expliquer, il est préférable de construire des théories décrivant un phénomène spécifique, théorie qui doit être forgée sur le fondement d'un paquet de données empiriques en construisant des hypothèses qui pourraient nous amener, à partir de recherches empiriques sur le phénomène étudié, une espèce de généralisation. Paul Lazarsfeld constitue une influence majeure dans la théorie de moyenne portée de Merton. Robert Merton établit une typologie schématisant les différents modes d'adaptation d'un individu à sa société. Dans un recueil d'articles du nom « Éléments de théorie et de méthodes sociologiques », en les divisant en 4 types. Le conformisme, où l'individu se soumet aux attentes du groupe. L'innovation, où l'individu accepte les valeurs du groupe mais ne fait pas siennes les procédures habituelles et les normes sociales. Le ritualisme, où l'individu reste figé dans un mode de comportement donné. L'évasion, où l'individu vit en marge de la société. Et enfin la rébellion,
où l'individu rejette les buts et les moyens culturellement valorisés par une société donnée, mais vise à en suggérer ou à en imposer d'autres. Et ces modes d'adaptation peuvent aussi représenter des styles de vie de certains groupements sociaux. Tout comme l'idée du sociologue William Thomas, Robert Merton décrit le mécanisme de prophétie autoréalisatrice, self-fulfilling prophecy, de cette manière. La prophétie autoréalisatrice est une définition d'abord fausse d'une situation, mais cette définition erronée suscite un nouveau comportement qui la rend vraie. Par exemple, un étudiant qui pense que même s'il étudie et révise durant toute la période du final, elle ne réussira pas. Cela étant, et il n'étudie pas et échoue dans l'examen. Et Robert souligne également des phénomènes inverses. Lorsque la prédiction d'un événement empêche celui-ci de se réaliser. Par exemple, à force de penser qu'il y aura beaucoup de clients à la banque, vous force de se lever plus tôt pour accomplir votre tâche. Une pensée qui rend la transaction plus fluide. Patrick Perretti-Wortel affirme que l'homme a plutôt tendance à se conformer aux règles établies. Et c'est la pression des désirs insatisfaits mais légitimes qui le pousse à les transgresser. Et pour Robert Merton, la théorie générale de l'attention se définit par l'écart entre l'espérance et la réalité, poussant alors à des comportements déviants. Donc, chaque société se distingue par des buts culturels et des manières institutionnalisées d'atteindre ces buts. Et une personne qui n'a pas accès à ces moyens institutionnels cherchera par d'autres moyens d'atteindre ce but, en transgressant les règles sociétales. Merton explique que les personnes les plus pauvres n'ont pas accès aux moyens qui leur permettront d'atteindre leur objectif de réussite sociale et que cette situation crée une tension intérieure qui peut conduire à la délinquance. Merton prend l'exemple de l'American Dream. La réussite matérielle est ici le but recherché. Si une personne ne peut pas atteindre cet objectif, il peut être frustré et tenter d'atteindre ce but par d'autres moyens délinquants comme le commerce illégal. Cet exemple a souvent été critiqué pour son racisme de classe, car il prétend que seules les personnes avec un faible revenu peuvent agir de manière déviante, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Merton, durant toute sa carrière universitaire, a été particulièrement un passionné de la sociologie des sciences. C'est dans le questionnement du lien entre société et sciences que Merton a entrepris des recherches pionnières et intrinsèques, par exemple, en étudiant le rôle des institutions militaires dans le développement des recherches scientifiques durant les périodes de révolution scientifique. Merton développait cette théorie dans sa thèse intitulée « Aspects sociologiques du développement scientifique dans l'Angleterre du XVIIe siècle », soutenue à Harvard en 1935. Cette thèse est considérée par beaucoup comme le premier ouvrage de sociologie des sciences, réédité par la suite sous Science, Technology in Society in 17th Century England. En 1942, il publie l'article The Normative Structure of Science in the Sociology of Science, Chicago University Press, fondateur d'une tradition d'analyse des normes et valeurs qui régissent le comportement social des scientifiques. Il distingue deux types de normes interdépendantes qui régissent le comportement scientifique. Les normes méthodologiques relatives aux techniques et les normes éthiques qui sont au nombre de 4. L'universalisme, le communalisme, le désintéressement et le scepticisme organisé. Beaucoup de concepts en sociologie des sciences ont été forgés par Merton, comme l'expression oblitération par incorporation,
qualifiant la manière par laquelle l'auteur de concept est oublié lorsque ce dernier devient très populaire. En plus, on lui attribue l'idée d'effet Mathieu et l'idée de découverte multiple. Robert Merton s'est toujours intéressé au concept de sérendipité. En 1945, il l'a défini comme suit. La sérendipité est une découverte par chance ou sagacité de résultats pertinents que l'on ne cherchait pas. Elle se rapporte au fait assez courant d'observer une donnée inattendue, aberrante et capitale qui donne l'occasion de développer une nouvelle théorie ou d'étendre une théorie existante. En 1949, Merton l'a redéfini dans Théorie sociale et structure sociale ainsi. La sérendipité, c'est le processus par lequel une découverte inattendue et aberrante éveille la curiosité de chercheurs et le conduit à un raccourci imprévu qui mène à une nouvelle hypothèse. Merton, ayant observé la société, avance que tout individu agisse en fonction de leurs objectifs et grâce à des moyens qui leur sont disponibles. Il prend l'exemple que dans les années 1950 aux États-Unis, un individu ayant pour objectif de s'enrichir mais qui, ne possédant pas les moyens pour y arriver, manque d'argent, manque d'éducation, etc., va utiliser des moyens illégaux pour s'enrichir. Merton nomme ces individus d'innovateurs, même s'ils sont considérés comme des criminels. Car pour Merton, si on les valorise, ils déplacent le problème de la criminalité. Pour le sociologue, l'origine du problème se trouve dans la vie sociale, comme le prouverait l'exemple aux États-Unis de l'enrichissement personnel avec des moyens différents selon les individus. La notion de dysfonction sociale a été forgée par Merton. Il explicite ainsi. Le dysfonction sociale est lorsque les conséquences du fait social empêchent le système de s'adapter et risquent de rendre difficile ou impossible son maintien. Exemple, le banditisme entraîne des conséquences dysfonctionnelles comme l'insécurité, l'évasion d'une population, migration interne, etc. On distinguerait donc fonction manifeste et fonction latente. Fonction manifeste, voulue, comprise, il y a des conséquences objectives qui contribuent à son ajustement. Fonction latente, ni voulue, ni comprise, les conséquences du fonction latente sont du même ordre que la fonction manifeste, mais elles sont inconscientes. Pour finir, voici les 5 étapes d'analyse du fonctionnalisme relativisé que Merton utilise. D'abord, on fait une description spécifique de ce qui est étudié, puis on fait une indication des types d'alternatives, après on fait une évaluation de la signification de l'activité déviante, ensuite on identifie les motifs du conformisme ou de la déviance, enfin on fait une description des modèles non reconnus. Robert Merton est mort le 23 février 2003 à l'âge de 92 ans. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons continuer à débattre sur ce sujet. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, activer la notification pour ne rater aucune de ces prochaines vidéos. Et si vous êtes sur l'application YouTube, vous pouvez cliquer sur s'abonner en cliquant sur la petite cloche, cliquez sur tout, ou de cette manière, en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche, cliquez sur tout. Voilà. Et si vous êtes sur le web, vous pouvez cliquer sur s'abonner de cette manière ou sur s'abonner de cette manière.